Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Stanislas Leloup. C'est Mimi. Écoute, je t'appelais déjà hier, je t'appelle encore aujourd'hui, tu me réponds pas, je sais pas où tu es. Bonjour, c'est Nicolas de Perpignan. Je voulais dire que j'avais vraiment adoré l'épisode d'interview avec Antoine Blanchemaison. Alors, ce mec est vraiment extraordinaire, son parcours m'a fait rêver. Je vous invite tous à aller voir sa chaîne YouTube et à mettre plein de pouces bleus parce que vraiment, il le mérite. Merci les gars, continuez ce que vous faites. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui croit que dans 30 ans, tout le monde sera animateur de podcast. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul de seeingmachine.fr. Donc Antoine nous a envoyé un message sur son propre épisode, on te remercie Antoine. Il nous a envoyé ce fichier son alors qu'on a enregistré l'épisode hier, ou il y a 2 jours, et qu'il est toujours pas publié. C'est ça. Par contre, j'ai bien aimé la petite touche, je sais pas si tu as remarqué, il s'est appelé Nicolas de Perpignan, donc ça fait NDP, ce qui sont aussi les initiales du podcast Nomade Digital Podcast. Putain, j'ai pas un sens de l'observation aussi aigu que toi, j'avais pas du tout remarqué. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de sécurité de l'emploi, on parle d'être entrepreneur, on parle de risque. La question du jour, c'est de savoir si être entrepreneur, c'est devenu en 2016 la nouvelle sécurité. Et d'abord, je tiens à faire des excuses publiques auprès du peuple vietnamien. Il y a plusieurs épisodes précédemment où j'ai dit que les Vietnamiens étaient des connards. Bon, c'était dans le feu de l'action, c'était un peu exagéré. Et entre deux, j'ai passé 2 semaines au Vietnam. Et il y a des Vietnamiens qui ont été super sympas avec moi. Du coup, j'ai senti le lourd poids de la culpabilité. Donc voilà, je m'excuse. En plus, ils t'écoutent tous là-bas. On est très très gros au Vietnam en fait. Donc tu prends du risque. Hein. C'est ça. Et du coup, voilà, je m'excuse et j'espère que ça amènera à un apaisement des relations polo-vietnamiennes. Bien sûr ce, en parlant d'apaisement des relations, pour apaiser nos relations, eh ben, ça serait sympa que vous alliez nous laisser un appel à l'action. Vous allez nous laisser une évaluation sur iTunes. Paul, tu sais que récemment que je suis rentré en France et je me suis rendu à une conférence, le Web Entrepreneur Day, qui est organisé par Morgane Février à Paris. Et il s'avérait qu'à cette conférence, il y avait de nombreux auditeurs du podcast Nomade Digital, que je salue d'ailleurs. Mais une chose m'a largement choqué, c'est que la plupart des gens que j'ai rencontrés, la première chose qu'ils me disaient dans leur phrase, c'est « Ah Stan, j'adore le podcast Nomade Digital, mais par contre, je t'ai pas encore laissé une évaluation. » Et en fait, je l'ai tellement répété que maintenant, il y a une association pavlovienne entre voir ma tête, entendre ma voix et se dire « Putain, évaluation iTunes ». Et malgré ça, eh ben, encore beaucoup de gens ne l'avaient pas fait. Et donc, du coup, je leur ai fait les gros yeux. Je leur ai serré la main très fort, tu sais, quand tu essaies un peu de broyer les phalanges du mec pour un peu t'imposer. J'ai tenté de faire ça pendant la conférence. Et je pense que c'est pour ça que nos évaluations, on en a gagné 4-5 en fait. C'est les mecs sur qui j'ai mis la pression en personne. Pour tous ceux d'entre vous qui nous écoutez, si un jour on se croise dans la rue et que vous voulez pas me décevoir, que vous voulez me faire chaud au cœur, eh bien prenez les devants, laissez aujourd'hui une évaluation iTunes. Vous ne savez jamais où je peux apparaître dans votre cuisine un soir. Sur ce truc vraiment bizarre, eh bien on va commencer à parler... quand même qu'on fait vraiment les efforts quand même sur les... Parce qu'il y a beaucoup de podcasts, ils enregistrent un truc et ils le ressortent à chaque fois, quoi. Nous vraiment, à chaque fois, on essaie d'être original. Donc voilà, récompenser cette originalité en laissant une review sur iTunes. Ouais, j'ai quand même menacé aux gens de un truc super flippant, quoi. En mode, ça vient de Scream, le film, quoi. Je vais apparaître dans votre cuisine un soir, tu vas ouvrir ton frigo, il y aura ma tête. Enfin... aujourd'hui, on parle donc de sécurité, justement, mais pas de sécurité de serial killer, on parle de sécurité de l'emploi. Il y a une histoire que j'aime beaucoup là-dessus, et c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Ron Davison, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La 4e économie ». Et grosso modo, ce qu'il te raconte, c'est que au départ, l'économie, c'était l'agriculture. Si tu étais riche, c'est que tu avais des champs, c'est que tu avais de la culture. Et en gros, tout le pouvoir économique était concentré dans le fait d'acquérir du territoire. Et après, il y a eu un petit truc qui s'est passé, c'est la révolution industrielle.
Et dans la révolution industrielle, c'était plus celui qui avait le plus gros territoire qui gagnait. C'était, en l'occurrence, les Anglais. C'était ceux qui avaient la technologie, c'était ceux qui avaient le capital, c'était ceux qui pouvaient construire les machines, faire évoluer la science, aller plus vite que les autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les Européens ont pu créer une espèce d'avantage par rapport au reste du monde et un peu coloniser tout le monde parce qu'ils avaient cet avantage-là au niveau industriel. Et au XXe siècle, tu as une nouvelle transition, donc on arrive dans la troisième économie. C'est l'économie qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'économie de la connaissance, l'économie de l'information, où en fait, c'était plus les usines qui étaient les plus puissantes. Maintenant, les usines, elles sont en Chine. Maintenant, ce qui était important, c'était les compétences, la connaissance. Donc, on a vu la création de très grandes entreprises comme Apple, Facebook, Google, tout ce que tu peux imaginer, et bien sûr IBM qui est la grande entreprise de l'âge de l'information, qui servait à collecter, organiser des informations, traiter la connaissance, etc. Et en grosso modo, la thèse de Davison, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une transition, on se trouve à la fin de cette troisième économie et on se trouve à l'aube d'une quatrième économie. Et dans la première économie, c'était l'agriculture. Dans la deuxième économie, c'était l'industrie. Dans la troisième économie, c'était l'information. Et selon Davison, la quatrième économie, c'est l'entrepreneuriat. Et sa thèse est que maintenant, on est arrivé à un point où, grâce à la technologie, avoir des grosses entreprises qui organisent l'information de cette façon n'a plus autant de sens, que de plus en plus, on va se retrouver à avoir une économie d'agents libres qui peuvent interagir sur un modèle très flexible, et que ce changement en fait macroéconomique va avoir un impact dans la vie de tous les jours des gens qui vivent aujourd'hui dans une économie. Et l'idée, c'est que quand tu te retrouves à un moment de transition, de façon naturelle, il est facile d'imaginer que les choses vont continuer comme elles l'ont été. Et en gros, lui, il nous dit que l'erreur que vous faites, c'est que vous pensez que parce que ça a été comme ça pour vos parents, ça va être comme ça pour vous. Alors qu'en fait, non, regardez, le gars qui était au moment de la révolution industrielle, et en fait, sa vie a complètement changé par rapport à son père. Son père travaillait dans un champ, lui travaillait dans une usine. Et pareil, sur la génération de mon grand-père vis-à-vis de mon père, mon grand-père travaillait à l'usine, mon père était dans l'information, il soignait des gens. Donc justement, une des choses qui est intéressante dans la théorie de Davison, c'est l'exemple de l'IBM Man. Donc en gros, c'est le gars qui décide d'aller à l'université au milieu du XXe siècle, dans les années 40, grosso modo, et qui décide de s'investir dans cette grande entreprise qui cherche à organiser l'information, etc. Et en fait, à l'époque, aller à l'université, c'était un truc de couillon. Parce que les gens disaient, mais fais un vrai travail, va au champ, apprends à construire des maisons, deviens maçon, fais un vrai travail, un truc qui est concret. Fais pas un truc où tu vas aller à l'université, aller apprendre des trucs intellectuels et après porter ta petite cravate et aller au bureau. Et en fait, il dit que cette transition-là, elle a été un peu difficile et beaucoup de gens pensaient qu'aller à l'université, c'était juste pour les fils de riches qui voulaient rien foutre ou pour les gens qui étaient un peu intello et qui voulaient pas travailler de leurs mains. Et en fait, il s'est avéré que les gens qui ont fait ce pari, de plus en plus, ils se sont retrouvés dans des positions favorables, ils ont pu accéder aux meilleures opportunités dans la vie, et que, comme on le sait, tout au long du XXe siècle, faire ce trajet-là, c'est-à-dire aller à l'université et ensuite trouver un bon boulot, c'est devenu le script dominant dans notre société actuellement, en tout cas quand tu es dans la classe moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a un moment donné où ce script-là, il était considéré comme un peu marginal, un peu avant-gardiste, etc. Et moi, ça me semble pas fou d'imaginer qu'on peut se retrouver aujourd'hui dans une transition qui est similaire. Donc, comme tu l'as dit, justement, avec ton grand-père, avec ton père et avec toi, qu'il y ait une transition similaire qui se fasse entre travailler dans l'économie industrielle, dans l'économie d'information, et puis après dans l'économie entrepreneuriale. Effectivement, et moi, c'est exactement pareil pour mon père, c'est assez marrant. Et mon grand-père travaille dans une usine, et mon père est actuaire, donc il fait des statistiques dans l'assurance, donc c'est exactement la même transition. Et j'ajouterais que même historiquement, c'est pour ça notamment que la noblesse n'a pas eu beaucoup de son pouvoir, c'est parce qu'ils ne se sont pas adaptés pendant l'âge industriel, ils sont restés trop sur leur terre, et alors que c'était plus là où il y avait la vraie richesse, comme tu as dit avant. Et un autre élément, donc d'un point de vue économique, macroéconomique, qui est intéressant là-dessus, c'est la notion de coût de transaction. Donc le coût de transaction, c'est le coût qui est associé à faire une certaine transaction économique, donc à faire un achat. Et l'idée, c'est qu'avec Internet, tu peux très facilement
avoir les informations, faire une transaction même avec des individus. Imagine par exemple eBay, tu vois. À l'époque, tu voulais faire eBay, fallait aller au marché aux puces, donc fallait te déplacer, fallait négocier avec le gars, fallait aller voir les mecs un par un, etc. Le fait d'avoir eBay te simplifie largement les transactions de personne à personne. C'est vachement moins coûteux en termes de temps et d'énergie pour faire cette transaction. Ce podcast est un très bon symbole aussi. Ce podcast serait totalement impossible avec les technologies de communication et de transactions qu'on a actuellement. Il serait surtout illégal parce que l'État a très longtemps contrôlé la radio et les informations que tu pouvais y diffuser. Mais effectivement, il aurait fallu avoir des antennes, des relais partout, etc. Ça aurait été impossible. Mais en fait, si tu veux, ça, nous, on kiffe ce truc-là. On kiffe les coûts de transaction qui sont diminués parce que, typiquement, Amazon FBA, ce podcast, moi, ce que je fais dans mon business, le fait de pouvoir voyager, d'être nomade digital, tout ça, c'est possible pour ça. Le pendant de ça, c'est que tout changement apporte des bonnes choses et apporte des mauvaises choses, ou en tout cas fait perdre des trucs sur lesquels les gens étaient attachés par le passé. Et là, ce qu'on est en train de perdre en ce moment, ou plutôt ce qu'on a perdu, et ce que les gens sont en train de s'apercevoir qu'on l'a perdu, c'est la sécurité de l'emploi, c'est l'idée que tu peux rentrer dans une boîte et faire carrière là-bas. Et je pense que nous, notre argument, moi en tout cas mon argument en matière de précarisation, c'est que je pense que c'est la vérité, tu vois, le constat qu'ils font est juste, mais en fait, je suis pas convaincu que leur solution soit faisable. J'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu de renverser la marche des temps et que ça va être de plus en plus dur. Parce que pour le moment, on a ces histoires d'Internet, etc. Quand les robots et l'intelligence artificielle va arriver, là, plus personne pourra les freiner, quoi. Et ça, si tu regardes les progrès qu'ils font en termes d'intelligence artificielle, les voitures qui se conduisent toutes seules, etc. Rien que ça va détruire un grand nombre d'emplois et personne ne pourra le freiner parce que ça apportera tellement d'économies que c'est comme aujourd'hui, les décolonisations, quoi. C'est pour ça que c'est marrant. Ouais, c'est marrant parce que c'est un peu du mouvement de gauche, c'est-à-dire le mouvement Nuit debout, et le mouvement aussi on va dire, par exemple, le revenu universel, et aussi le fait de pas que le travail ne soit pas forcément considéré avec un revenu, en fait. Et moi, je crois beaucoup plus à la deuxième chose, c'est-à-dire que plus ça va aller, moins chaque humain sur Terre aura besoin de travailler. Et du coup, ou en tout cas pour être payé pour travailler. Et du coup, c'est à voir ce qu'on veut faire de son temps libre. Et je pense qu'avec le bon état d'esprit, on pourrait justement... Après, je vais pas aller trop là-dedans, mais par exemple, si tu jardines de ton côté, si tu, on va dire, tu coupes ta haie, ça fait un beau truc, il y a de la valeur apportée. Alors que la valeur apportée aurait été la même si tu avais payé quelqu'un pour ça, mais si tu avais payé quelqu'un pour ça, ça serait rentré dans les chiffres du PIB. Donc il y a cet aspect-là, moi, en lequel je crois beaucoup. Je crois qu'à l'avenir, on aura un boulot où on n'aura pas beaucoup travaillé, et ensuite on pourra consacrer le reste du temps à des hobbies, mais qui sont eux aussi productifs, en fait. Donc je pense que politiquement, on ne peut pas aller contre le mouvement ou l'économie. Par contre, d'un point de vue individuel, on peut s'adapter correctement. Parlons justement des stratégies d'adaptation, parce que le revenu universel, etc., c'est probablement quelque chose sur le long terme qui va arriver. Pour le moment, ce n'est pas encore une solution pour les gens. Et donc, encore aujourd'hui, nous, on est des marginaux dans notre vision des choses. C'est-à-dire on considère que l'entrepreneuriat, c'est un chemin vers la prospérité, alors que la plupart des gens considèrent encore que c'est un truc où c'est la loterie, quoi. Soit tu vas devenir Mark Zuckerberg, ou soit tu vas devenir Bill Gates, ou soit tu vas devenir un échec total et tu vas être inemployable et tu vas rater ta vie. Et pour moi, ça, c'est basé sur l'idée de l'emploi stable, de la carrière, etc. Et en fait, à partir du moment où tu considères que ce truc-là n'est plus viable, ou en tout cas est beaucoup plus risqué qu'on ne le pense, c'est-à-dire que si tu es dans une entreprise et que tu as ton salaire, d'abord, tu vas pas rester très longtemps dedans parce que maintenant les gens bougent beaucoup, tu peux te faire virer, l'entreprise peut faire faillite, le secteur industriel dans lequel tu es peut se faire disrupter par une start-up internet, ça peut arriver, hein, et ça va arriver à beaucoup de gens, en particulier dans le secteur financier par exemple. Tu vois, un truc, c'est pas les financiers, c'est pas les routiers ou quoi que ce soit. C'est vraiment les gars qui font de l'allocation d'actifs financiers. Ce secteur-là, dans les 20 prochaines années, on planifie qu'il va être divisé par 2. C'est-à-dire que la moitié des gars vont se faire couper. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui investissent dans des
voilà, dans des grosses boîtes qui utilisent justement du logiciel pour gérer l'allocation de portfolio, équilibrer les trucs, etc. Donc, il n'y a plus besoin d'autant de monde pour faire ces comptabilités-là et pour faire ces décisions-là. Ça marche aussi bien comme ça. Et en fait, voilà, donc en gros, le gars qui devient aujourd'hui conseiller financier dans la BNP, il n'est pas sûr que dans 15-20 ans, il soit aussi en sécurité qu'il peut l'imaginer. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Et ça, c'est un truc marrant parce que du coup, on est quand même pas mal maintenant à le penser. Hein. Maintenant, je sais pas pour proportion de la population, mais c'est pas totalement. Ouais, il y a quand même pas mal de personnes. Par contre, je sais pas quand il a écrit son livre. Bah, parmi les gens que tu rencontres au Cambodge et en Thaïlande, il y a pas mal de personnes. Moi, parmi les gens que je rencontre dans la vraie vie en France, voilà, ça reste ultra marginal. Non, mais ça me faisait penser, tu sais, à ce que Peter Thiel dit. Je sais plus c'est quoi, comment il l'appelle là. En gros, la vérité que toi seul tu connais, quoi. Une vérité qui va à contresens de tout ce que dit tout le monde. Et je pense qu'à mon avis, tu disais ça il y a 10 ans. Là, tu étais vraiment le seul mec qui avait compris ça, quoi. Maintenant, moi, ça me semble une évidence totale. Je vois, enfin, tous les indicateurs, même statistiquement, ça se voit très bien qu'il y a une augmentation de la freelance, augmentation de l'entrepreneuriat, notamment aux États-Unis, que les gens tiennent leur boulot de moins en moins, qui changent plus souvent de boulot. Ça me paraît une évidence totale. Mais pourtant, pour une raison que je ne connais pas trop, ça reste, voilà, ça pourrait se sentir dans les mentalités. Bah, si tu veux, à mon avis, il y a aussi un effet de grands médias, tu vois. Les grands médias n'en parlent pas parce que c'est pas la vision du monde que eux donnent, parce que c'est pas la vision du monde qu'ils ont. Ils ont plus un héritage traditionnel assez ancien. Et en fait, les gens qui sont informés sur ce genre de choses, c'est les gens qui suivent des petits médias. Donc nous, on compterait comme un petit média, mais nous-mêmes, on est informés via des forums, via des blogs, via d'autres podcasts. Et donc, dans le grand public, tu vois, dans le mass market, il n'y a pas encore cette notion. Alors que la notion de la startup, en tant que moonshot, tu vois, en tant que ticket de loterie, là, par contre, elle est rentrée. L'idée que, ok, tu peux monter une boîte et lever des millions de dollars et faire fortune, ça maintenant, c'est rentré dans la conscience collective. Le problème, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas s'imaginer le faire parce que ça demande tellement de sacrifices et c'est tellement risqué. Mais l'idée que de plus en plus de gens vont être freelance, indépendants, etc., c'est pas encore rentré. Et tu disais tout à l'heure que l'histoire de Peter Thiel avec le secret, justement, il y a 10-15 ans, il y avait un gars qui avait eu cette idée-là, que de plus en plus de gens allaient devenir freelance. Et donc, c'était son secret, c'était son idée. Il a eu cette idée-là. Et en gros, le mec a monté une boîte et c'est Upwork. Donc, il a monté Odesk à l'époque. Parce que du coup, il s'est dit, ouais, personne ne le voit venir. Mais moi, je pense que de plus en plus de gens vont devenir freelance. Donc, je vais créer une plateforme qui sert à connecter les freelances avec les gens qui les recrutent. Et du Moi, coup, je suis fasciné par ce genre de choses, ouais. en fait, parce que même il y a 15 ans, c'était. En fait, si tu regardais vraiment là où faire la regarder, c'était évident parce que tu voyais que la communication augmentait, tu pouvais discuter sur Internet, les frais de transaction étaient possibles, tu pouvais envoyer via PayPal sans problème les virements en ligne. Ça paraît. Toi, si tu regardais les bons trucs, c'était évident, mais pourtant, 99% des gens le loupaient totalement. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je suis totalement en train de louper en ce moment, quoi. Et dans 10 ans, je me dirais, putain, ça, c'était évident pourtant. Ça, c'est une autre. Enfin, je pars sur une tangente, mais je trouve ça assez marrant. Faudrait qu'on se fasse un jour un épisode sur le futur ou les tendances futures ou les choses qu'on surveille. Moi, j'ai aussi des trucs qui m'intriguent du côté de la réalité virtuelle, par exemple, ce genre de choses, qui n'est pas vraiment le sujet de cet épisode, mais ça pourrait être intéressant d'en parler, de voir ce qui peut arriver là. Et les trucs que, voilà, parce que là, l'histoire du freelance, etc., de plus en plus de gens le reconnaissent. À mon avis, il y a plein de trucs aujourd'hui que ni toi ni moi ne s'en apercevons, mais il y a quelques gars qui le savent et qui sont en train de capitaliser dessus au maximum, quoi. Effectivement. Donc parlons de comment est-ce que tu vas remplacer cette sécurité. Donc on a parlé les emplois, ils sont plus aussi sécurisés qu'ils étaient avant. La question, c'est que beaucoup de gens font ce constat. La question, c'est qu'ils savent pas trop par quoi le remplacer. Et nous, on a l'impression dans notre vie d'avoir commencé à réfléchir à des solutions là-dessus, avoir trouvé en un sens une nouvelle sécurité qu'on pouvait construire, basée justement sur ces idées d'avoir des compétences entrepreneuriales. Et c'est effectivement le bon terme, je pense, se construire une sécurité. Moi, c'est en faisant ce que je fais, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et je pense que la plus grosse sécurité actuellement, de très loin, c'est les compétences. C'est-à-dire que il y a pour plusieurs raisons, je pense qu'on acquiert des compétences beaucoup plus rapidement. Là, je vais prendre des cas un peu extrêmes. Je vais prendre une grosse boîte où tu es un peu, une grosse boîte un peu léthargique et le fait d'être entrepreneur. Donc, dans une grosse boîte, généralement, tu es plutôt monotâche, où tu as 2-3 tâches, c'est un peu toujours la même chose. Alors que quand tu es entrepreneur, tu dois tout faire, quoi. Tu dois tout faire et forcément, quand tu te confrontes à plus de difficultés, tu progresses plus rapidement. C'est logique. Une autre chose, je pense, très importante aussi, c'est que, justement, moi, de mon expérience, j'ai travaillé en gros un mois à Société Générale. Et ce qui m'a il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé à Société Générale. C'est pas beaucoup, mais j'ai pu voir un peu les gens, en fait. Pas par rapport à moi, mais par rapport aux autres.
Et honnêtement, ça m'a déprimé. Il y a plein de trucs que j'ai pas aimé. Mais le truc surtout qui m'a frappé, c'est justement cette stagnation des compétences. C'est-à-dire que pourtant, l'ordi, ça fait peut-être 15-20 ans qu'il est là, mais il y a des personnes pourtant qui sont pas très âgées, hein, peut-être 40-45 ans, euh, qui progressent pas en fait, qui s'améliorent pas sur l'ordi, qui savent toujours pas comment faire un copier-coller, ce qui est quand même assez incroyable. Et ça, je pense que ça passe parce que justement dans les grosses boîtes, tu peux être un peu dans le ventre mou. C'est-à-dire que personne ne remarque vraiment voilà, ce que tu n'arrives pas à faire, à quel point tu peux ne pas être vraiment compétent. Encore une fois, c'est pas les gens totalement incompétents non plus, mais c'est des gens voilà, moyens, voire médiocres. Et ça passe. Par contre, si tu es entrepreneur, si tu es moyen ou médiocre, ça passera pas. Et donc, tu as une responsabilité de tout le temps te former, tout le temps t'améliorer. Et la dernière chose qui est un peu liée à ça aussi, c'est que justement, je dirais que dans une grosse boîte, ce qui se passe, et je comprends pourquoi les gens sont un peu justement dans cette léthargie, parce que les actions que tu fais n'ont pas vraiment de conséquences, sauf si tu fais vraiment, vraiment de la merde. Donc, c'est-à-dire que tu as intérêt à juste la jouer sûre, voilà, faire ce qu'on te demande. Et tu sais très bien que de toute façon, même si tu fais un excellent boulot, ça va quasiment rien changer à l'échelle de l'entreprise. Donc, il y a ce bloc-là aussi, ce blocage-là. Alors que dans ta propre boîte, bah, forcément, notamment quand tu commences, bah, tu es le seul qui fait avancer la boîte. Et si tu n'es pas là, ça avance pas. Donc, je pense que toutes ces choses-là font que tu as une pression constante pour t'améliorer, pour progresser, qui font justement monter ton niveau de compétence, qui font même, je dirais même que même si ton aventure entrepreneuriale échoue pour une raison ou une autre, je pense que c'est plus facile de retrouver un boulot ensuite parce que ton niveau de compétence sera plus élevé, quoi. Donc, pour moi, je pense, en tout cas, de manière personnelle, je pense que mes compétences que j'ai développées là en étant depuis 2 ans entrepreneur, c'est ma plus grosse sécurité de très loin. Une chose qui me vient à l'esprit, c'est que, en fait, c'est pas seulement tes compétences, que pour être recruté, il suffit pas seulement d'être compétent, il faut aussi pouvoir le montrer. Et un truc qui est cool quand tu fais ce que nous on fait, bah, c'est que tu peux très facilement montrer ce que tu as fait, quoi. Grosso modo, tu dis, bah voilà, j'ai fait tel site, on a tel nombre d'auditeurs sur le podcast, Effectivement. j'ai travaillé avec tel client, j'ai eu tel résultat. Clairement, tu bosses dans une grosse entreprise, c'est plus difficile d'isoler tes résultats, surtout si tu es à bas niveau, que tu fais partie d'une équipe, etc. Ça peut être assez difficile de démontrer ta compétence. Aujourd'hui, si les gens sont capables de m'engager sans me rencontrer pour gérer leur campagne Facebook et me confier des milliers d'euros par mois, voilà, sans m'avoir jamais vu, je suis à peu près persuadé que mon site suffirait à persuader un employeur potentiel de m'engager, voilà, au cas où j'avais besoin de retrouver un boulot derrière. Et en fait, tu as ce sens où le fait de pouvoir montrer ton travail, c'est un atout énorme, quoi. Il vaut mieux avoir un site qui est actif, où tu as des visiteurs, où les gens te suivent, où les gens te filent de l'argent, plutôt qu'avoir un CV qui montre tes diplômes et avec 3 lignes sur ton boulot, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment. Moi, j'en ai beaucoup parlé à mon petit frère, parce que mon petit frère, il veut faire du ciné. Il a quel âge, et je ton lui ai petit dit, frère? mec, il a 22 ans. Ok, je pensais plus petit. Moi, j'ai 24, il est juste un peu plus jeune. Ok. Attends, il est né en 95. Non, il a 21. Il a 21. Il a 21 ans. Et je lui ai dit, mais mec, le meilleur truc à faire pour percer dans le ciné, c'est d'avoir fait des trucs, quoi. D'avoir une chaîne YouTube, d'avoir des vidéos qui tournent, d'avoir une preuve de ton travail. Parce que tu peux le faire. Pourquoi tenter d'avoir un CV quand tu peux avoir un exemple vivant de ton travail? Et ça peut s'appliquer à tout le monde. Honnêtement, t'es programmeur, tu peux participer à des projets open source, tu peux créer une petite application, etc. Même si tu cartonnes pas en business, pas forcément grave, parce que derrière, tu pourras toujours rebondir sur la base de ça, parce que assez peu de gens l'ont fait, et c'est un avantage compétitif énorme si tu as besoin de trouver un boulot derrière. Tout à fait d'accord. Le deuxième aspect, et qui est plus direct, c'est les actifs que tu contrôles. Donc, le problème de travailler dans une grosse boîte, évidemment, de ce niveau-là, en termes de risque, c'est parce que tu contrôles pas la boîte, donc tu contrôles pas la direction de la boîte. Donc, il est possible que même toi, si tu fais un super boulot, et la division dans laquelle tu travailles peut se planter, le produit sur lequel tu travailles peut être annulé, l'entreprise elle-même peut échouer ou peut avoir des difficultés financières et faire des licenciements. T'as pas un contrôle absolu sur ton destin. Et quoi qu'il arrive aussi, une fois que tu es parti de la boîte, il te reste rien, quoi. Donc j'ai envie de dire, si jamais, effectivement, moi je suis pas travail salarié, c'est pas, ça peut être bon aussi, mais il faut au moins justement s'assurer que tu acquiers des compétences, parce qu'une fois que tu pars, tu te barreras pas avec, tu partiras avec très peu d'actifs. Donc au moins à s'assurer. Tu pars pas avec une partie de la boîte. Au moins s'assurer d'avoir acquis des compétences, que c'est un travail qui te challenge et que tu acquiers des compétences. Et aussi, on en parlera après, mais aussi, non, je pense, en l'occurrence, une boîte, ça peut aussi être une bonne méthode pour acquérir un certain réseau. Et puis voilà, donc du coup, le contraste, c'est que quand tu travailles sur ton propre truc,
T'as un site, t'as une audience, t'as des gens qui te suivent. C'est un actif que tu peux t'en servir pour rebondir, pour faire des choses. Dans ton cas, t'as des relations avec des fournisseurs, t'as des produits, voilà, t'as tout un tas de choses que tu peux utiliser pour faire autre chose. Et moi, par exemple, récemment, j'ai testé de lancer des formations, ce genre de choses. Bah, le fait d'avoir une audience que j'ai montée en faisant des podcasts, en écrivant des articles, etc., me permet d'avoir cette flexibilité-là, ce contrôle. Tu vois, si quelque chose ne marche pas, je peux toujours rebondir sur autre chose, tenter, parce que j'ai des actifs sur lesquels je peux m'appuyer. Si comme tu l'as dit, si tu es dans un boulot et que tu pars, eh ben, tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu as fait, tu ne peux pas récupérer les clients, tu ne peux pas récupérer la liste ou le site ou l'audience. Donc, tu dois repartir de zéro ou en tout cas, de pouvoir argumenter de ce que tu as fait chez un autre employeur, ce qui est tout de suite beaucoup plus difficile. Le troisième élément de sécurité, donc on a parlé justement des compétences, après on a parlé des actifs, c'est aussi les économies. Je pense que quand tu étais dans une optique de carrière, de salaire, quelque chose de très stable, tu pouvais te permettre de vivre un peu au-dessus de tes moyens et d'être en dette ou d'acheter pas mal de choses. Je pense que indépendant des gens qui sont entrepreneurs, ce que je vois dans mon milieu, et on en fait tous les deux partie, c'est que on est plus conservateur sur la façon dont on va dépenser notre argent. On pense à mettre de l'argent de côté, des économies. On comprend que il n'y a pas de garantie, il peut y avoir des fluctuations, etc. On est plus sensible, je pense, à ça, justement parce voilà, on voit qu'il y a des fluctuations qui sont possibles. Totalement, ouais, c'est un facteur de stress qui est pas négligeable en fait. Et pourtant maintenant je gagne l'argent plus que ce que je pourrais espérer gagner avec n'importe quel salaire. Mais je le ressens quand même, toi. Alors que c'est débile, toi, mais c'est vrai que j'ai une certaine envie de ce truc où ouais, tu gagnes tes 2500 euros tous les mois, boum, ça arrive, quoi. Ça. Maintenant, ça va mieux, mais au début, notamment, c'était quelque chose, je me dis, c'est que c'est comme un luxe énorme. Mais le problème, c'est qu'actuellement, effectivement, tu peux gagner 2500 euros par mois, mais tu sais pas quand ça va s'arrêter. Donc, cet avantage-là est beaucoup moins important qu'auparavant. Et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus risqué, notamment d'acheter une maison à crédit. Parce qu'avant, c'était sûr, tu gardais ton boulot pendant 40 ans à l'usine, tu pouvais payer ta maison, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu te fais virer au bout de 5 ans? T'es un peu dans la merde. Et du coup, je pense qu'en fait, tout ce dont on a parlé aujourd'hui a un impact vraiment sur la façon dont tu mènes ta vie et sur tes habitudes de consommation, etc. Moi, je vois la façon dont j'ai géré ma consommation, les choses que j'achète, les biens que j'ai. Tu vois, il y a une partie qui est liée au fait d'être nomade digital, mais pas entièrement. Il y a aussi une partie qui est liée à te dire que putain, est-ce que ça a du sens de claquer 1000 euros dans un écran plat, quoi, pour ta télé? Quand cet argent, 1000 euros, c'est un mois et demi de survie, quoi. Dans le pire des cas, un mois et demi de survie, tu vas bouffer des nouilles en Thaïlande. Un mois et demi de ta vie de liberté que tu peux avoir, d'un coup, tu l'as plus parce que tu as voulu avoir un écran plat chez toi. Et moi, ce sacrifice-là, en ce moment, je suis pas capable de le faire. Donc j'achète assez peu de choses, en fait, pour cette raison, parce que je calcule tout en termes de temps que je pourrais vivre avec cet argent sans travailler, ou si mon truc se pète la gueule, ou voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. C'est marrant, j'ai exactement le même réflexe, ouais. J'ai totalement le même réflexe. C'est assez marrant. Notamment, ce que je calcule régulièrement, c'est notamment mes économies par rapport au nombre. Et j'ai remarqué par contre que mes dépenses sont quand même, avec les revenus, mes dépenses ont quand même augmenté, quoi. J'y croyais pas trop au truc, l'idée de. Je sais plus, c'est un truc qui a été théorisé et qui est assez valide, c'est que quand tes revenus augmentent, presque mécaniquement, tes dépenses vont augmenter, en fait. Même sans t'en rendre compte, tu vas augmenter tes dépenses. Et je pensais pas que je serais affecté par ça parce que je me considère comme très radin et très économe. Mais j'ai quand même ça. Mais par contre, c'est quand même une portion. En pourcentage, c'est quand même beaucoup plus faible que ce qui serait le cas si j'étais salarié, je pense. Parce que tu as toujours dans ce coin de la tête la possibilité que tout s'arrête. Qui est pas très rationnel d'ailleurs. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un côté où t'as pas une fausse sécurité, en fait. T'as une vision plus réelle des risques, alors que beaucoup de gens qui peuvent avoir un travail plus traditionnel ne pensent pas trop à ce risque-là, donc en fait, n'y pensent pas trop. Et quand les gens ont des augmentations, il y a des études qui ont été faites, mais en fait, quand les gens ont des augmentations, ils augmentent bien souvent leurs dépenses au même niveau que leur augmentation de salaire, et en fait, ils mettent pas plus d'argent de côté. Et je pense que toi, quand tu as gagné plus d'argent, moi en tout cas, quand j'ai gagné plus d'argent, ok, mes dépenses ont un peu augmenté, mais pas du tout au même niveau, quoi. Si mes revenus doublent, mes dépenses vont augmenter, tu vois, peut-être de 20 ou 30%. Et une petite question pour toi, est-ce que tu penses, imaginons demain tout disparaît, il te reste plus que 500 euros de tout compte en banque, 6 mois après, t'as quoi comme niveau de revenu? T'as plus aucun réseau. Il me reste combien? Il
te reste plus que 500 euros de tout compte en banque. Dans 6 mois, tu seras à quoi comme niveau de revenu à ton avis? Dans 6 mois, je peux remonter à 2000 euros par mois assez facilement. Probablement dans 2 mois, en fait, je peux remonter. Enfin, ouais, dans 1 mois, je peux remonter à 2000 euros par mois, mais après, ça me prendra plus longtemps d'aller vraiment au-delà. Ou peut-être 3000 dans 6 mois, quoi. D'accord, donc finalement, et t'es confiant à ce niveau-là, t'es très confiant, quoi. Mais parce que moi, la pub Facebook en termes de freelance, c'est super easy à monter, tu vois. Récupérer 4 clients sur la pub Facebook, si j'ai que ça à faire pendant 1 mois, je peux clairement le faire, tu vois ce que je veux dire. Donc là, j'ai mes 2000 euros. Après, c'est pour ça qu'au-delà des 2000 euros, c'est plus compliqué à croître parce que j'ai un temps limité en termes de clients, donc je peux pas faire que acquérir du client. Après, il faut les gérer. Donc après, il faudra monter les actifs et ça prend plus longtemps. Mais tu vois, t'as cette sécurité-là. Tu sais que avec ce que tu as appris, avec tes compétences, tu seras capable de revenir à des revenus sur lesquels tu peux vivre. Et ça, je pense que mine de rien, si tu deviens chômeur, je suis pas sûr qu'au bout d'un mois, tu aies l'assurance que tu peux revenir à des niveaux de revenus pareils. En tout cas, pour la majorité des gens. Ouais. Alors pour préciser, j'ai parlé de pub Facebook. À mon avis, la vraie compétence qui me permet de revenir, c'est pas ma compétence sur la pub Facebook. C'est ma compétence pour vendre. D'être capable d'aller voir un mec et lui dire voilà ce que j'ai à vendre, voilà combien ça coûte, est-ce que tu le veux, et de derrière le persuader, de discuter avec lui, etc. Le faire en personne, au téléphone, sur Internet, etc. Le fait d'avoir cette compétence-là dans ta poche, ça te permettra toujours de remonter un projet, de vendre un petit projet en freelance, etc. Tout à fait d'accord. Et c'est moi aussi, c'est cet aspect-là qui compte le plus, je pense. Tout l'aspect marketing et vente, c'est ce qui me donne aussi cette sécurité de savoir que je pourrais toujours... voilà, s'il faut, je pourrais toujours trouver un truc à vendre. Il n'y aura pas de souci. Donc du coup, je vais retourner la question sur toi. Si tu perdais tout et que tu n'avais plus que 500 euros d'économie, quel revenu tu pourrais créer en 6 mois? En un mois, bizarrement, je suis moins confiant que toi. En un mois, 2000 euros, ça me paraît beaucoup. Après, encore une fois, le délire, c'est que à partir du moment où tu sais vendre et tu sais te marketer, par exemple, je pourrais créer un site pour faire de la traduction, tu vois. Toi, c'est un boulot chiant qu'il faudra, mais si je veux gagner 1000 euros rapidement, je crée un site pour faire de la traduction. Je sais où trouver les boulots de traduction. Voilà, j'ai mes 1000 euros. Après, si je veux revenir par exemple sur un truc sur Amazon FBA, le premier mois, tu vois, je serais un peu, là, 500 euros, je serais un peu dans la merde, honnêtement. Mais globalement, je pense qu'en 6 mois, je peux revenir facile à 3000, 4000, je pense. Notamment dans l'e-commerce, avec les sites de dropshipping, c'est plus rapide, je sais comment les rentabiliser. Ouais. C'était une excellente idée de poser cette question parce que justement, c'est un bon exemple de la sécurité via les compétences. En parlant de compétences, une compétence que nous, on voudrait acquérir, c'est la compétence de mieux vous connaître. Et donc, voilà, c'est la dernière fois qu'on va en parler, je pense, dans l'émission. Donc, ce serait bien pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu le temps d'aller voir le sondage que vous le fassiez. On a envie de mieux vous connaître, on a envie d'apporter des discussions qui sont plus proches de vos besoins. Et en fait, beaucoup de gens nous écoutent, mais on ne sait pas encore trop qui vous êtes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un sondage qui prend moins de 6 minutes à réaliser, montre en main. Vous pouvez le trouver à l'adresse nomaddigitalpodcast.com/sondage. Si vous répondez à ça, ça nous aidera, nous, à créer du contenu qui est adapté à ce dont vous avez besoin. On essaiera de vous faire des petites surprises liées au sondage selon ce que nous, on en aura appris. Et puis, tout simplement, c'est une façon de communiquer un peu avec nous vis-à-vis de ce que vous attendez de l'émission. Et nous, on lira ça avec un très, très grand intérêt. Sur ce, on arrive à notre section lifestyle. Paul, tu avais, il y a quelques épisodes déjà, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, tu nous avais dit que tu te lançais dans la méditation. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ouais, je m'étais engagé dans la méditation et le résultat est un échec total. Dans le sens où j'ai fait le programme des Space, donc les 10 minutes sur 10 jours. Et honnêtement, j'ai fait de mon mieux. J'ai suivi 10 minutes. Mais déjà, je me sentais pas mieux après. Pendant, j'avais vraiment du mal, en fait. C'était vraiment une grosse difficulté. Et après, en fait, par hasard, j'ai trouvé un autre truc qui marchait beaucoup mieux pour moi, qui n'est pas vraiment la méditation, j'imagine, c'est un peu différent. Il y a notamment 2 podcasts que j'utilise. Il y en a un qui s'appelle Myth and Legends, et l'autre, c'est Hardcore Histories. Hardcore History, ouais, c'est ça, je sais plus c'est quoi son prénom, mais c'est Caroline. Donc c'est Dan Carlin. Exactement. En fait, c'est justement sur la mythologie et les légendes, et l'autre, c'est sur l'histoire. Et en fait, ce qu'ils ont bien, ces podcasts, c'est qu'ils ont des voix très, très agréables à écouter, tu vois. Pas comme la mienne, en fait. Des voix vraiment qui reposent. Et donc, du coup, ce que je fais maintenant, donc c'est mon petit truc à moi pour ceux qui n'arrivent pas à la méditation, c'est je balance dans le lit, je lance un épisode, et en fait,
Au début, j'écoute, mais très rapidement, ça devient un bruit de fond. Et je sais pas pourquoi j'arrive à me détendre et je pense atteindre un état proche de la méditation, en fait. Où vraiment, et je fais ça pendant 20 minutes et après, je me sens super bien, super reposé, super clair. Donc, j'ai l'impression d'avoir les effets de la méditation. Je peux pas vraiment savoir parce que j'ai jamais réussi à méditer correctement. Mais pour moi, ça a beaucoup mieux fonctionné, en fait. Ça, c'est intéressant. Tu fais ça le matin ou le soir? Plutôt le soir, généralement. Le matin, en fait, quoi qu'il arrive, la méditation, j'y arrivais pas. C'est ça qui est un peu paradoxal avec la méditation, c'est que le matin, j'ai du mal parce que je suis un peu trop énervé, donc j'ai du mal vraiment à me poser. Et le soir, en fait, je me suis rendu compte que pour méditer, faut de l'énergie, en fait. Quand t'es très fatigué, c'est très dur de méditer. En tout cas, moi, j'y arrivais pas du tout. Du coup, le seul moment où je me sortais après, c'était justement au milieu de la journée où j'ai encore un peu d'énergie. Mais le matin, par exemple, le matin, j'arrivais pas, le soir, j'arrivais pas. Et alors que ça, le truc du podcast, j'y arrive à peu près tout le temps. Le matin, j'ai quand même un peu de mal, mais sinon, ça va. Cool, c'est une bonne astuce. Moi, ce que j'ai beaucoup fait quand j'avais un peu plus de mal à méditer, il y avait des moments où c'est plus compliqué. Courir, pour moi, c'est équivalent, quoi. C'est un effet équivalent. Ça prend plus longtemps. Et ça fait plus mal aux jambes, mais quand tu reviens, t'as des bénéfices qui sont similaires. Et l'avantage de courir, c'est que t'as pas besoin d'avoir de l'énergie pour le faire. Donc pour la méditation, il faut être concentré. Pour moi, courir, même si je suis à la fin d'une journée de boulot, que mon cerveau est complètement free, mais free de chez free. En fait, cette année, j'ai oublié 4 fois mes clés en partant courir. Tellement à chaque fois que je vais courir, généralement, c'est la fin de journée où j'ai plus une seule cellule de cerveau qui fonctionne. Et pourtant, à tous les coups, ça marche et ça me recharge. C'est vraiment pour moi une méthode miracle. Mais c'est pas ça ma section lifestyle aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler de Trello. On en a jamais parlé. C'est une petite application de gestion de projet qu'on utilise pour gérer ce podcast. L'avantage de Trello, c'est que c'est très visuel, c'est très collaboratif. Et en gros, tu as différentes colonnes et tu as des cartes. Donc nous, on fait une carte par épisode. Et on a différentes colonnes qui sont idées, épisode à planifier, épisode à enregistrer, épisode à monter, épisode à publier. Et en fait, on déplace nos petites cartes d'épisodes de colonne en colonne. C'est visuel, on est à 3 dessus. Il y a Paul et Gilles qui s'occupent du montage et moi-même. Et comme ça, on peut collaborer sur les épisodes. Et c'est plutôt bien foutu. Tu peux mettre des pièces jointes sur tes cartes, etc. Et puis voilà, le plan de base est totalement gratuit. Moi, ça fait longtemps que j'utilise ça. Et c'est bien utile pour ce type de process. Moi, je l'utilise pour tous mes business aussi. Et, quand tu as besoin de collaborer, c'est ce qu'il y a de mieux de très loin. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de logiciels de gestion de projet qui sont plus complexes, avec des listes, avec des sous-listes, etc. Mais moi, j'ai jamais trouvé qu'ils étaient très... Enfin, j'avais tendance à, si tu veux, les abandonner assez rapidement. Et Trello, ça fait plusieurs années que je l'utilise. Et comme il est simple et facile à prendre en main, en fait, les gens les utilisent sincèrement. Et donc, du coup, ça reste à jour. Et donc, du coup, il vaut mieux un système simple qui fonctionne qu'un système compliqué que personne n'utilise. Tout à fait d'accord. Sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez bien sûr vous rendre sur nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, nous laisser votre avis ou bien remplir notre sondage. À la semaine prochaine. À jeudi prochain.